Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'AudioStop Disquaire. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo foire aux questions FAQ, communément appelées. Comme vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu dernièrement, j'ai demandé votre collaboration pour me poser différentes questions. Si vous aviez des questions sur les vinyles, sur la boutique, etc. Donc, vous avez été quand même nombreux à me répondre. Donc, c'est cool. Je vais prendre toutes les questions aujourd'hui. Je vais quand même aller assez rapidement car j'ai beaucoup de questions, mais je vais prendre le temps de bien vous répondre. D'autre part, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est la meilleure façon de nous suivre et en même temps vous participer à faire grossir la chaîne YouTube AudioStop. Donc, merci beaucoup et je commence sans plus tarder avec les questions. Donc voilà, j'ai toutes les questions imprimées ici. Je vais passer au travers là, plusieurs questions. Première question nous vient de Vinyl Addiction. Dave, salut Dave. Tu me fais un allô de la Belgique. Donc salut les Belges. Voilà ta question, Dave. Que rentres-tu en boutique? Plus du métal, du rock ou du blues? Les gens écoutent quoi au Canada? Eh bien, Dave, c'est une réponse que je vais te donner peut-être un peu plate, mais les gens écoutent de tout. Donc, on rentre plusieurs choses, autant du pop, du rock. Le rock est très, très populaire ici au Canada, le hard rock, AC/DC, le rock progressif, Pink Floyd, entre autres. Donc, je reste assez peut-être représentatif de d'autres endroits dans le monde aussi. Donc, ça fait pas exception. On a des fans de métal, oui, effectivement. C'est un peu marginal quand même, mais c'est pas la masse. Mais je dirais que la masse est beaucoup au pop, au rock, des artistes comme Billie Eilish, bien sûr Taylor Swift, des artistes comme ça. Mais tous les vieux classiques là, AC/DC, Iron Maiden, Pink Floyd, entre autres, c'est très très populaire ici. Donc les gens sont très, très éclectiques, écoutent de tout, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. J'espère que ça répond à ta question. On passe maintenant à la deuxième question qui nous vient de Eric Monde. Salut Eric. Où commander des vinyles au prix de gros? Écoute, Eric, pour répondre à ta question, on peut commander des vinyles au prix de gros chez les distributeurs de disques, mais il faut être disquaire pour ça. Donc, si tu essayes en tant que particulier, les distributeurs voudront pas te créer un compte tout simplement. Si tu cherches à savoir c'est quoi les distributeurs, il y a, entre autres, ici au Canada, il y en a Sony Music, Red Eyes, Isotope, Fab. Donc, on a plusieurs distributeurs partout au Canada. Il y a certains distributeurs aux États-Unis aussi, dont on fait pas affaire avec eux à cause des taux de change, etc. pour le moment. Peut-être ça viendra, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est avec ces distributeurs-là principalement qu'on fait affaire. C'est sûr que aussi on achète beaucoup de vinyles usagés. Ça, le prix de gros vient en fait d'une négociation entre les vendeurs et nous. C'est plus là on va jouer là un peu sur le prix. Mais si tu parles des vinyles neufs, c'est avec les distributeurs qu'il faut faire affaire pour ça. Ou sinon aussi, il y a moyen de faire affaire avec les artistes directement. Il y a certains artistes qui ne passent pas par des maisons de distribution. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être aussi plus facile de négocier avec eux un prix de gros sur certains vinyles. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Troisième question maintenant qui nous vient de Christophe GRLT 5373, donc un nom assez complexe sur YouTube. Salut Christophe, j'imagine. Voici ta question. Pourquoi avoir choisi que les disques tournent en 45 ou en 33 tours par minute au lieu de d'autres tours par minute? Eh bien, ce que je te réponds là-dessus, c'est que je vais faire une vidéo sur le sujet très bientôt. C'est un sujet, c'est vrai qu'on peut se poser pourquoi ça tourne à 33 tours, donc c'est très intéressant, mais entre autres, je vais te répondre rapidement, c'est que 33 tours, c'est vraiment le bon ratio pour avoir assez de minutes sur un disque par face de disque. Donc, je vais expliquer ça plus en détail prochainement, mais c'est un peu ça la réponse. Donc, merci d'avoir posé la question, ça m'a inspiré un sujet pour une prochaine vidéo.
Quatrième question maintenant qui nous vient de mon ami Romuald alias French Vinyl Addict. Salut French Vinyl Addict. Donc, voici ta question. À quel moment décide-t-on d'ouvrir sa boutique lorsqu'on a déjà amassé une quantité significative de disques ou lorsqu'on a le feeling que c'est le bon moment de se lancer? Eh bien, pour te répondre, moi, ça a été vraiment, ça fait quand même 8, peut-être 9 ans que je collectionne des vinyles en particulier. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé la musique, mais je crois que pour se lancer, il faut plus qu'aimer la musique, il faut aimer un peu le business du vinyle. Donc, moi, j'aime beaucoup là, faire des achats, des échanges, acheter du neuf, créer des événements. Donc, c'est tout ce qui entoure aussi la musique. Pour devenir disquaire, je crois que c'est ça qui est important aussi, parce que au day-to-day, il y a beaucoup de choses à faire. On doit laver des vinyles, on doit mettre des prix, il y a beaucoup de choses pour faire rouler un magasin de disques. Et il faut aimer ces choses-là aussi, entre autres. Pas seulement que la musique. Il faut aimer le format vinyle, bien entendu. Mais moi, je considère que le côté business est très important aussi. Euh, pour répondre peut-être un peu plus précisément, oui, ben moi en fait c'est ça, j'avais une passion pour les disques et puis j'aimais beaucoup là, faire des trouvailles, aller en acheter, en revendre à des amis, tout ça. Donc j'ai toujours j'aime ce côté-là, donc c'est ce qui m'a fait réaliser que je pourrais être probablement très intéressé à avoir une boutique. Donc c'est un peu ça qui m'a fait réaliser. D'autre part aussi, faut dire que moi, peu de gens peut-être le savent, mais je suis graphiste dans la vie, donc j'ai pas seulement que la boutique de disques comme métier. Je pense que c'est assez important au départ de peut-être pas se lancer à pieds joints, à avoir seulement qu'une boutique de disques pour vivre, parce que le temps que ça se monte et tout, ça prend quand même un certain temps. Donc pour ma part, je suis encore graphiste temps partiel graphiste et temps partiel disquaire. Donc, c'est mes deux côtés de vie dans le moment. Tu m'avais posé une autre question qui est est-ce que cette perspective change au bout d'un an, 2 ans de gestion de boutique, où on se dirait, par exemple, OK, il faut avoir d'abord le réseau de contacts, le stock. Ça se monte au fur et à mesure, je te dirais. Là, c'est sûr qu'au départ, on part, on n'a pas de réseau de contact chez les distributeurs, on n'a pas on sait pas trop où s'approvisionner, tout ça. Mais c'est sûr que tu amasses une partie de ton stock personnel au départ. Comme nous, quand on a lancé la boutique, je pense qu'on avait, moi j'avais peut-être 1500 disques. Jean-Marie, mon partner, avait apporté autant de disques. Donc on avait une base de 3010 environ pour partir la boutique. Donc c'est certain qu'on amène des effets personnels au départ. Puis après ça, ben veut pas, le stock se renouvelle, il y a des gens qui nous amènent des lots. Donc, c'est comme ça qu'on a monté de petit à petit jusqu'à 10 000 disques en inventaire. Donc, c'est un peu ça de la façon que ça fonctionne. Puis, je te dirais que ça fait 1 an d'activité qu'on a la boutique. J'adore toujours ça. C'est vraiment le fun. Le côté business aussi vient compléter tout ça. J'aime rencontrer les gens en boutique, parler musique. C'est vraiment un tout. Donc, c'est ce que je peux te répondre à ta question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais si jamais tu as d'autres questions, ben on pourra s'en parler plus longuement. La prochaine question nous vient aussi d'un amateur de la VC française, donc Claude Rizzo-Vigneault. Salut Claude. Que deviennent les disques pourris invendables? Est-ce que tu possèdes un compacteur pour broyer et déchiqueter les vieux disques rayés, usés? La réponse est malheureusement non, parce que les disques, le PVC se recycle très mal. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'on en a beaucoup. C'est vrai qu'on jette des disques, on n'a pas le choix. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que les disques que je veux pas vendre en boutique qui sont encore bons, on les met dans des caisses de carton. Et puis, on les met de côté comme ça, puis on vend les caisses à 10-15 $ la caisse. Vraiment pas cher. Il y a des gens qui font des bricolages avec ça. Ils réutilisent les disques qui sont un peu rayés. Ils essaient de donner une deuxième vie à certains disques. Donc, j'essaie là, d'en passer comme ça là, au lieu de les jeter. Mais oui, malheureusement, il y a un certain pourcentage qui se retrouve au déchet quand même.
même si ça me fait toujours mal au cœur. La journée qu'il va avoir un centre de recyclage de vinyle, j'envoie ça là immédiatement. C'est vraiment, ça serait la meilleure place. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Les prochaines questions nous viennent de quelqu'un qui s'appelle Encore un vinyle de trop. Donc, j'ai beaucoup, je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions de ce monsieur. Donc, je vais essayer d'y aller là, en rafale. Première question était, je ne connais pas le Canada, mais je suppose que tu as des clients anglophones. Peut-être, te demandent-ils des disques francophones? Si oui, quel genre ou quel style? Ben la réponse est oui, effectivement, j'ai des clients anglophones parce que la ville où ce que je demeure, New Richmond, qui a déjà un nom anglophone, il y a environ 15 à 20% d'anglophones dans la population. Donc oui, j'ai des clients anglophones assez régulièrement. Ils me demandent assez rarement des disques franco, mais ceux qui m'en demandent, c'est souvent, ils vont vers des classiques québécois pour découvrir un peu. Je parle ici de Harmonium, Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc. Donc, les anglophones s'intéressent à la culture francophone avec les premiers classiques. Donc, c'est un peu ma réponse à ce niveau-là. Question numéro 7, cette fois, c'est encore un vinyle de trop me pose cette question-là. As-tu de la musique traditionnelle en rayon? Oui, j'en ai parce qu'au Québec, il y a quand même une assez bonne culture traditionnelle. D'ailleurs, dans les années 60-70, là, il y avait beaucoup de groupes un peu traditionnels. Même avant ça aussi, dans les années 50-40, avec la Bolduc, on a plein de violonistes aussi au Québec qui sont assez réputés, même à travers le monde. Donc oui, on a une certaine culture traditionnelle et puis on a des bands de néo-traditionnels aussi qu'on appelle au Québec. C'est des bands contemporains qui renouvellent un peu la culture traditionnelle. Donc oui, j'ai une section traditionnelle en magasin. Prochaine question, encore une fois, de un vinyle de trop. Encore un vinyle de trop. Quel artiste québécois actuel, local, mériterait une découverte vinyle pour un Français? On n'a jamais de sortie de disque du Québec ici. C'est dommage, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent au Québec. Donc, il veut avoir des noms autres que les universels, genre Céline Dion, Garou, Natacha Saint-Pierre ou Linda Lemay. C'est drôle parce que les noms que tu viens de me nommer là, c'est tous des Québécois, mais qui ont percé en France. Donc, oui, on a beaucoup de Québécois qui sortent des choses, des très belles choses. Moi, je vais te nommer quelques classiques contemporains québécois. Donc, je vais mettre les pochettes d'albums dans le haut avec le nom et la référence. Donc, tu pourras peut-être essayer d'en trouver. Premièrement, je te dirais, dans le pop rock, on a Patrice Michaud avec l'album Almanach, entre autres, qui est son plus grand succès. Un très, très bon album. Je recommande fortement. C'est un Gaspésien en plus qui vient de Capcha, une ville un petit peu plus au nord de la Gaspésie. On a aussi quelqu'un qui s'appelle Dumas, un artiste de Montréal. Lui, son album le plus connu, c'est Le cours des jours. Excellent album. Un peu indie rock, très, très bon. Par la suite, on a un groupe un peu plus rock progressif, si on veut, qui s'appelle Carquois. Carquois, c'est vraiment un excellent band. Leur album Les Chemins de Verre est vraiment leur plus populaire, donc je te recommande fortement. En passant, c'est tout disponible sur les plateformes de streaming, ces albums-là, donc tu peux les découvrir avant de peut-être te procurer les vinyles. Dernièrement aussi, on a une jeune artiste qui vient de Montréal qui s'appelle Lou Adrienne Cassidy qui a sorti un excellent album cette année qui s'appelle Le Journal d'un loup-garou. Donc, Lou Adrienne Cassidy, fortement recommandé, un peu plus indie pop, je te dirais, avec tendance, avec un petit peu des sons électroniques à l'intérieur, très, très contemporain, c'est vraiment excellent. Si t'aimes les trucs un peu plus classiques piano, on a Alexandra Streleski qui commence à être connue un peu mondialement avec l'album Inscape. Vraiment une belle découverte. Inscape, ça a été un album qui a connu un très, très grand succès ici au Québec et même un petit peu partout dans le monde. C'est vraiment excellent. Dans le même genre, on a une artiste gaspésienne qui s'appelle Viviane Audette qui a sorti un album il y a quelques mois à peine qui s'appelle Le piano et le torrent.
Encore là, c'est un album instrumental, piano. Toutes les pièces sont inspirées de la Gaspésie. Elle est née en Gaspésie, à Maria, un village pas loin d'ici. Donc, c'est vraiment un très, très bel album. Si tu aimes plus le côté anglophone, il y a des anglos au Québec, à Montréal, entre autres, qui sont très, très bons. On a Patrick Watson. Patrick Watson, il commence à être connu internationalement aussi. Ça fait quand même un petit bout. Mais moi, je te recommande d'aller voir l'album Wave de Patrick Watson, un album planant, envoûtant, vraiment excellent. Si tu aimes le blues rock, par exemple, moi, je te recommande fortement l'album de Steve Hill. Steve Hill, c'est un gars de Trois-Rivières. Il chante en anglais, mais il parle français aussi. C'est un gars qui fait du one-man band. Il joue de tous les instruments en même temps. Très, très impressionnant à voir aller. Un virtuose de la guitare. Donc, son album Hanging on a String est vraiment excellent. C'est son dernier. Je te le recommande vivement. Donc voilà, ça fait le tour un peu de mes recommandations québécoises. Il y en a plein d'autres, mais entre autres ceux-là. Une autre question, penses-tu organiser un concert acoustique dans ta boutique pour célébrer le Record Store Day? La réponse c'est que oui, j'y ai pensé, sauf que j'ai pas énormément de place, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait être très intéressant. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Je vais garder ça en tête. Prochaine question de encore un vinyle de trop. Euh, un disque que tu détestes vendre parce que tu voudrais garder tous les exemplaires qui existent. Écoute, c'est une excellente question. Il y en a beaucoup que j'aimerais garder pour moi, c'est certain. Il y en a que je garde pour moi des fois quand je fais des trouvailles exceptionnelles, mais j'essaie de restreindre. J'ai déjà 2500 disques à la maison. J'essaie de faire un peu de ménage dans tout ça. Donc, c'est certain que je peux pas tout garder. Donc, ça fait partie un peu des choses qu'on apprend quand on a une boutique. Mais en même temps, j'ai pas de disque précis que j'aimerais garder parce que moi, les disques que j'aime beaucoup, c'est des disques de la période 69, 70, 71 dans le rock psychédélique surtout. Et ces disques-là, c'est des disques qui sont assez prisés par les collectionneurs. Donc souvent, je dois faire des achats sur le web. C'est rare que je trouve ça dans un lot comme ça. Fait que j'ai pas beaucoup en magasin ici, j'ai plus des disques Beatles, des choses un petit peu plus communes. Donc j'essaie d'avoir des raretés. Mais comme le mot le dit, rareté, c'est dur à trouver. Donc, je peux pas les garder. J'en ai pas ici tant que ça en magasin. Moi, c'est plus ce genre de disques-là. Je suis rendu, comme je le disais, à 2500 disques à la maison. Donc, les grands classiques, Nirvana, ces choses-là, j'ai tout ça chez nous. J'ai pas besoin de les garder là, en triple là, et tout. Quoique, il y a certains exemplaires que j'ai en plusieurs copies à la maison, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça. Euh, un disque confidentiel qui mériterait plus d'audience ou de succès. Comme je te le disais, moi j'aime beaucoup la période des années fin 60, 70. Je trouve qu'il y a beaucoup de groupes dans cette période-là qui sont nés et qui sont morts tout de suite après le premier album. Je trouve ça vraiment dommage. Souvent c'est par mauvaise gérance ou mauvais maison de disques, mauvais contrat, etc. Donc, il y a beaucoup de groupes qui sont à redécouvrir dans cette période-là. Autant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui sont noyés dans la masse de choses qui sortent. Si tu parles d'albums plus contemporains, moi, je te recommanderais Lion in the Street, par exemple, un band que j'adore, qui ont sorti un superbe album cette année. Si t'aimes le blues rock, un peu Rolling Stone, Black Crowes dans ces eaux-là, tu vas adorer cet album-là. C'est vraiment une bombe. Je leur souhaite tout le succès du monde, mais je ne sais pas, ils sont pas très très connus, donc je sais pas comment ça va au niveau des ventes d'albums, mais moi je le recommande fortement. Voilà, ça serait ma réponse pour le groupe qui mériterait plus d'audience. Question numéro 12. Quel est pour toi, en rapport qualité-prix, même si c'est en dollars canadiens, la meilleure enceinte et le meilleur ampli? Que conseilles-tu pour ceux qui débutent en matériel? Écoute, c'est encore là, c'est une question qu'on peut débattre très, très longuement parce que c'est une question, il manque des paramètres. Là, je sais pas c'est quoi ton budget.
Je sais pas c'est quoi tes préférences d'écoute, je sais pas la place que tu as à la maison pour mettre tes appareils. Il y a un paquet de facteurs qui pourraient enligner une décision. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que je recommande fortement d'aller vers le matériel vintage. Pourquoi? Parce que si on regarde la période des années 70, tout ce qui s'est fait au Japon, c'est vraiment excellent. On parle de Kenwood, Yamaha, Luxman, Sansui, des marques là, classiques, mais qui ont fait des appareils de qualité exceptionnelle. Donc, ce que je dis souvent aux gens, pour le prix, tu vas avoir une meilleure qualité dans ces appareils-là que ce que tu pourrais retrouver aujourd'hui pour le même prix. Donc, souvent, les appareils vintage vont être beaucoup moins coûteux à l'achat. Oui, des fois, il faut payer un technicien pour les remettre en état, vérifier, voir si tout est fonctionnel. Mais une fois que ça c'est fait, tu vas encore avoir payé moins cher que si tu avais acheté du neuf. Surtout pour les tables tournantes. Parce qu'aujourd'hui, on va se le dire, une table tournante de qualité en bas de 400, 500 $, t'as pas grand-chose. Donc, tandis que dans le vintage, tu peux avoir une excellente table tournante pour 150, 200 $. Donc, c'est à peu près la moitié du prix. Moi, c'est mon conseil parce que j'ai du vintage à la maison. Et oui, j'ai eu au début à faire reviser par un technicien, mais depuis, j'ai plus aucun problème. Puis il faut se le dire, souvent, c'est des appareils qui durent dans le temps. Certains appareils vintage qu'on retrouve aujourd'hui étaient fonctionnels dans les années 70 et le sont encore aujourd'hui. Donc, on parle de 50 ans plus tard. C'est quand même exceptionnel pour des appareils électroniques. Je suis pas certain que la qualité des appareils aujourd'hui va durer 50 ans. Donc, c'est ça à voir. C'est mon conseil personnel parce que moi, je suis vendu vintage, mais c'est à voir. Donc, voilà.